c'est très utile pour m'aider à aller plus vite et plus loin dans le travail que je fais. Par contre, quand j'ai essayé de déléguer 100% de mon travail à l'IA générative, j'ai au mieux un résultat qui est médiocre. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Redelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Marcus Gaillard, qui est consultant et associé chez 12 Consulting et qui travaille sur des sujets liés à l'innovation et à l'IA générative pour comprendre comment mieux utiliser la tech dans les entreprises que le cabinet accompagne. Aujourd'hui, nous allons donc parler de gestion du changement, de consulting et de déploiement de projets IA. Bonjour Marcus, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu? Bonjour Julien, écoute, ça va très bien, ravi d'être avec toi aujourd'hui sur ce podcast pour parler de sujets que tu introduisais passionnants que sont l'IA générative et le changement qui l'accompagne. Absolument. Et justement, tiens, première question pour toi. Spontanément, je me dis, a priori, tout le monde a essayé ChatGPT en entreprise. Mais est-ce que c'est vraiment le cas selon toi? Et est-ce qu'il y a des postes ou des métiers, alors notamment dans le domaine du tertiaire évidemment, mais qui sont pas ou peu exposés à l'IA générative? Alors moi, ce que j'ai constaté, parce qu'on rencontre donc pas mal de personnes en entreprise justement, et on pose systématiquement la question de eux, où est-ce qu'ils en sont par rapport à l'IA générative. Et en fait, ce qu'on voit, c'est très hétérogène. Mhm. Donc on voit des gens qui l'ont complètement intégré dans leur quotidien, qui sont à fond, qui disent qu'ils pourraient plus s'en passer. D'autres, au final, qui l'ont jamais regardé, qui ne voient pas trop d'applications pro, en tout cas aujourd'hui. Donc on trouve, on va dire, vraiment de tout. Moi, j'aime bien aussi toujours poser la question, est-ce que les gens savent ce que ça veut dire GPT? Mhm. Honnêtement, je pense que 90% des gens ne savent pas. Donc moi, ça me fait toujours mon petit icebreaker pour commencer mes réunions. Donc voilà, très hétérogène. Et après, est-ce qu'il y a des métiers qui sont moins exposés? Je pense forcément des expositions différentes, mais je pense que tôt ou tard, on aura tous une partie, en tout cas si on travaille, en tout cas en entreprise, sur des sujets, en tout cas autour où il y a un peu de digital, forcément une partie d'IA générative qui viendra s'y greffer avec des niveaux différents. Et par expérience, est-ce que tu vois sur quel type de poste on utilise beaucoup l'IA générative en entreprise? Est-ce que c'est quoi? C'est plutôt le marketing, la finance, le commercial, les RH? Ou est-ce que ça finalement un peu tout le monde? Alors nous, on est spécialiste des métiers de la relation client. Donc nous, on travaille essentiellement sur la partie vente, service et marketing. Donc ils sont trois métiers Mhm. très exposés à l'IA générative. Vente pour la performance commerciale, comment j'augmente le bon temps que je peux passer avec mes clients, comment je suis plus personnalisé, plus pertinent. Service, plutôt des axes autour de la productivité, être plus performant dans la résolution des cas de mes clients. Et donc au-delà de ça, je pense qu'en tout cas, ça, c'est des métiers que je connais très bien, qui sont très exposés. Après, certainement, il y a des métiers qui le sont moins, mais en tout cas, voilà, par ce prisme-là, on voit qu'il y a un très fort potentiel et d'utilisation aussi d'IA générative. Quand tu dis que ce sont des métiers très exposés, ça veut dire que ce sont des métiers qui potentiellement vont se transformer avec l'IA? Est-ce que parce qu'il y a une crainte, hein, c'est vraiment, Ouais, bien le sûr. le sujet clé ici, c'est de se dire: «Est-ce que l'IA va me remplacer finalement?» Ça peut être une crainte légitime des employés, des salariés. Est-ce que c'est un sujet auquel toi tu fais face quand tu, lances des missions de consulting en entreprise? Alors bien sûr, c'est un sujet dont on parle, énormément. Après, j'ai aussi de plus en plus, en fait, je rencontre des gens, surtout des patrons, en fait, qui me disent: «Moi, tout le monde vient me voir et notamment des éditeurs et des consultants et m'expliquent que si jamais je ne passe pas à l'IA générative dans les 1 à 2 ans, je vais disparaître». Mmh. Et donc je vois de plus en plus, en fait, de gens qui n'ont pas du tout envie qu'on leur raconte ça. J'avais vu, par exemple, à Vivatech sur scène, il y avait Luca Di Meo, le CEO de Renault, avec, la dirigeante aussi, de Veolia, qui disait que c'était des sociétés qui existaient depuis 100 voire 160 ans, qui avaient connu, des guerres mondiales, des crises, des chocs pétroliers, ce genre de choses, et qui étaient toujours là. Donc effectivement, il faut s'adapter, il faut intégrer l'IA générative dans ce qu'on fait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on parle quand même plus de transformation que de remplacement. En tout cas, quand on est sur des sujets, très certainement à forte valeur ajoutée. Tout le secteur du B2B, on a quand même encore besoin d'avoir des commerciaux qui connaissent bien leurs clients. Quand on parle de produits techniques sur lesquels on doit assister les clients, et cetera. On est plutôt dans l'approche de ce qu'on dit depuis longtemps, l'utilisateur augmenté. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive à le faire beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant. Et donc pour moi, c'est clairement transformation. Après, on ne sait pas ce qui arrivera dans 5 à 10 ans, mais en tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est clairement le maître mot. C'est transformation et s'adapter plus que remplacement. D'accord. Alors, je sais pas toi, mais moi, quand je vais sur LinkedIn, j'ai parfois un peu l'impression de voir mon fil d'actualité qui est envahi par des consultants, des experts en IA
qui ont découvert l'IA avec ChatGPT en 2022. Or, ChatGPT n'est pas forcément égal à IA, c'est très loin d'être la réalité. L'IA, on en parle depuis Tout à fait. des années. C'est une méthode, en tout cas un champ d'expérimentation et un champ scientifique qui existe depuis très, très longtemps. Selon toi, est-ce que toi tu rencontres ce genre de sujet? Et est-ce que selon toi, il suffit d'utiliser ChatGPT pour dire qu'on sait utiliser l'IA? Quelle relation, quel lien tu fais entre IA et ChatGPT? Alors pour répondre, peut-être si on reprend dans l'ordre, donc moi je bosse beaucoup avec des sujets, d'IA. Je me prétends pas être un expert, de l'IA. Par contre, j'essaie plutôt de comprendre quels sont les usages concrets de l'IA générative dans les métiers de la relation client, ce qui fait pas du tout de moi un expert. Après effectivement, bah, comme tu disais, c'est l'IA, c'est des sujets dont on parle quand même depuis les années, 1950 et aussi même les premiers sujets autour de la génération de langage avec des systèmes informatiques. Ça date, je crois, des années 60, donc c'est pas du tout quelque chose, en tout cas, de nouveau. Certes, on a eu très récemment des prouesses d'ingénierie qui ont fait qu'on a démultiplié en fait la capacité et la rapidité et la quantité d'informations qu'on est arrivé à gérer avec ces large language models, donc ces fameux LLM, mais on n'est pas du tout sur quelque chose de nouveau. Et après, effectivement, moi je pense que c'est un outil du quotidien qui est très pratique et c'est plus l'enjeu de savoir comment on l'utilise, mais ça fait pas de nous des experts, en tout cas en IA générative. Et comme tu le dis, il y a aussi toujours aujourd'hui l'IA générative dont on parle beaucoup. Il y a toutes les IA, même si elles sont quand même innovantes et révolutionnaires comme le machine learning, mais aujourd'hui on peut presque les qualifier d'IA classiques, qui existent encore et qui vont être vraiment pertinentes sur les sujets d'analyse de données, d'interprétation pour nous aider à prendre des bonnes décisions qu'on va pouvoir traiter avec l'IA générative. Donc on est vraiment sur une complémentarité entre ces deux IA plutôt qu'une concurrence où on se disant bah, si j'ai vu ChatGPT, je sais tout faire. Moi je pense que ça c'est important et aussi un des biais ou un des raccourcis en tout cas que beaucoup de personnes prennent et notamment d'entreprises. Alors toi, ça fait des années que tu travailles dans le monde du conseil et que tu accompagnes les entreprises. Est-ce que on parlait autant d'IA avant 2022, avant la sortie de ChatGPT, qu'on en parle aujourd'hui? Est-ce que c'était un sujet avant 2022 dans les entreprises? Clairement, ça a toujours été un sujet, par contre, pas du tout la même dimension qu'aujourd'hui. En fait, moi, j'évoque 2 principales explications. La première, c'est qu'avant, par exemple, un des cas classiques dans le monde de la vente, c'était de détecter les clients qui sont à risque de churn dans une base, client. Ça, c'est quelque chose dont on parle depuis des années, des performances au final qui voilà qui étaient très certainement perfectibles parce qu'il fallait beaucoup de données propres pour les entraîner. Et là, on touche du doigt le premier sujet qui était ces modèles, ça prenait pas mal de temps à développer, à mettre à l'échelle et avoir des données propres pour les entraîner, qui était souvent le point où ça pêchait. Et le deuxième point, c'est que quand on parle de ça, on est en train de parler d'un usage pour un persona dans une entreprise, c'est-à-dire le commercial qui détecte ses clients à risque de churn. Si on prend un outil, par exemple Copilot, qu'on peut déployer dans une entreprise à l'échelle très rapidement, bah, tout de suite, on va toucher potentiellement toutes les fonctions de l'entreprise et énormément de tâches qu'ils font au quotidien. Donc, on a un impact démultiplié qui est bah, le premier, je pense, point pourquoi on en parle autant. Et après, je pense que l'autre point aussi, c'est que on a toujours l'impression que c'est un peu magique quand on joue avec dans un premier temps, parce que ça fait des choses assez incroyables en très peu de temps, qui fait aussi bah, qu'il y a cette espèce de comment dire, d'enthousiasme ou aussi de fantasme, de plein de choses en tout cas qui s'est créé autour de cette IA générative, mais qu'il faut remettre à mon avis un petit peu regarder avec un peu de relief et de sens critique pour se rendre compte que certes c'est intéressant, mais en tout cas certainement pas magique. Quels sont les grands mythes autour de l'IA en entreprise que tu as rencontrés lors de tes missions? On parlait par exemple du fait que l'IA allait remplacer les humains. Est-ce que ça en fait partie? Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, certainement. Après, je pense qu'il y a le côté de dire, bah, si on se met pas à l'IA générative, on va disparaître. Il y a le côté aussi que l'IA générative va faire tout le travail, à notre place. Moi, par exemple, le constat que j'ai fait, c'est que c'est très utile pour m'aider à aller plus vite et plus loin dans le travail que je fais. Par contre, quand j'ai essayé de déléguer 100 de mon travail à l'IA générative, j'ai au mieux un résultat qui est médiocre. Qui n'est pas assez fin, pas assez poussé à mon avis. Par contre, si je prends le temps de poser des bonnes questions, et de me creuser moi-même la tête, en fait, j'arrive à avoir des résultats qui sont, assez, exceptionnels.
Donc pour moi, ce côté-là de dire, encore une fois, on parle d'aujourd'hui, de dire que l'IA va remplacer 100 de nos tâches, je pense qu'on en est, assez loin, surtout sur des tâches à valeur ajoutée. Il faut quand même bien le temps de nous-mêmes se poser la question et c'est plus un outil pour aller plus loin, plus rapidement. Est-ce que tu as l'impression qu'il peut y avoir un décalage générationnel sur les usages de l'IA? Est-ce que, peut-être les générations plus âgées, boomers qui sont encore en entreprise à des postes de direction, sont peut-être moins à l'aise que les nouvelles générations Y, Z, dans la manipulation, dans l'usage de l'IA? Est-ce que tu ressens ce décalage ou pas? Alors instinctivement, je pense exactement ce que tu viens de dire, c'est qu'on avait ce décalage. Alors après, j'ai fait une intervention dans une école de commerce, pour parler d'IA générative et j'ai commencé par un petit sondage, un petit tour de table pour voir au final quels étaient les usages et aussi surtout la perception que ces étudiants avaient de l'IA générative et de comment est-ce qu'ils voyaient ça sur leur cycle d'apprentissage, sur leur future vie professionnelle et honnêtement, j'étais hyper étonné parce que, très peu d'usages, on va dire, assez concrets. Les gens me disaient plutôt: «Oui, ça marche un peu, mais c'est pas non plus terrible», et tout. Donc je pense qu'effectivement, instinctivement, on pourrait croire ça, mais que la réalité est un petit peu différente. D'accord, et justement, toi qui côtoies régulièrement des managers et des dirigeants, qu'est-ce qu'ils te disent sur le sujet de l'IA générative? Est-ce qu'ils sont, excités, effrayés, c'est quoi leur état d'esprit? Bah, si on prend, on va dire, après ça dépend le type de manager, mais en tout cas, si on prend un peu C-level, métier, donc tout ce qui est direction commerciale, et cetera, donc des gens qui sont aussi très intéressés aux résultats de l'entreprise. Eux, la plupart du temps, en fait, ils ont peur de pas bénéficier suffisamment des, bénéfices de l'IA générative. Donc de dire: «On a peur de passer, en fait, à côté de quelque chose parce qu'on a bien compris qu'il y avait un potentiel. On a lancé des initiatives, on a fait des choses dans notre entreprise. Par contre, on n'a pas encore les résultats, on a peur de pas avoir les résultats, escomptés». Donc moi, je pense que ça, c'est un peu le principal, point que je vois, en tout cas, de ce que disent, les dirigeants. Après, j'en vois aussi beaucoup qui se disent, au contraire, ça va complètement changer la donne, on va tout revoir, on va refondre complètement notre business model, notre operating model pour tout faire autour de l'IA générative. Là, encore une fois, ce que je trouve intellectuellement très intéressant, mais je pense qu'à la fois, si on regarde la maturité de la technologie, aussi la phase d'apprentissage dont on a tous besoin pour comprendre un peu comment l'utiliser au mieux, on a encore un petit peu de temps à arriver à ça, mais si on peut avoir des business models, par exemple, qui sont basés sur l'IA générative, et pour transformer des entreprises historiques et tout revoir, attendons encore quelques années pour apprendre un peu et prendre en tout cas de meilleures décisions sur ce point. Qu'est-ce qui manque aux entreprises, dans les métiers avec lesquels tu travailles pour être vraiment prêt? C'est quoi? C'est des questions de formation, d'acculturation peut-être, de veille technologique? Il y a je pense qu'il y a 3 axes qui peuvent faire au final qu'on n'arrive pas au résultat escompté. Le premier, donc on l'a déjà un petit peu abordé précédemment, c'est de dire: «J'ai pas choisi le bon cas métier, ou trop grand, trop ambitieux». On voit aussi souvent qu'on prend, plein de petits cas qui sont dispersés, sur plein de personas, sur plein de parcours différents et donc là aussi, à un moment donné, on s'est tellement éparpillé, on a dépensé plein d'argent, on n'arrive pas à avoir un résultat à la fois en termes de revenus, mais aussi en termes de perception par les utilisateurs. Ça, c'est un des premiers un peu travers qu'on voit. Sur la partie technologique, effectivement, il faut choisir les bonnes technologies, mais il faut surtout pas en faire un sujet technologique, parce qu'on parle d'un outil qui sert à résoudre des problématiques métiers, d'enjeux pour les entreprises ou pour les utilisateurs, donc technique jusqu'à un certain point. Mais par exemple, on va pas faire un projet IA dans le but de faire de l'IA et aller très loin dans le fine-tuning ou toutes ces choses technologiques, en tout cas avancées qu'on peut faire. Ça doit toujours être une conséquence et j'ai vu des entreprises, en tout cas, qui ont pris par ce biais-là, qui du coup ont investi beaucoup et n'ont pas eu tous les résultats qu'ils attendaient. Et le troisième, bah, comme ça on en arrive un peu aussi à la question du jour, c'est l'accompagnement, du changement. Je pense que si on fait un projet d'IA générative, même un ChatGPT-like interne à une entreprise et qu'on le met, dans la nature, on va dire sans accompagnement, on a à peu près, 99 chances sur 100 qu'il ne se passe pas grand-chose derrière, ou en tout cas on n'ait pas le résultat, escompté, parce qu'il ne faut pas sous-estimer en tout cas ce changement de la part des utilisateurs. Quelles sont les erreurs les plus courantes que les entreprises font lorsqu'elles essayent d'intégrer l'IA justement à leur processus? Qu'est-ce que tu as constaté, qui ne fonctionnait pas? C'est un peu les 3 cas dont je viens de te parler, donc c'est Mmh. pas les bons cas métiers, trop ambitieux ou trop micro, donc on s'y retrouve pas.
c'est le côté de dire, je n'ai fait qu'un sujet technologique et je me concentre uniquement sur la technologie. Je me dis: «Si j'ai la meilleure technologie, je ferai des super projets». Alors que le vrai cas, c'est l'application métier et le troisième volet, l'adoption. Donc c'est de lancer des projets en sous-estimant à la fois l'adoption pendant la mise en place, donc le rollout de la solution, mais aussi l'ancrage de cette technologie dans le quotidien des utilisateurs, qui est forcément quelque chose qui se fait dans la durée et qui prend un certain temps. Quelles sont les résistances les plus communes que toi tu as rencontrées quand on déploie une solution d'IA générative? Et comment tu fais pour les surmonter? C'est quoi? C'est des sujets liés aux peurs peut-être? Au fait que c'est trop compliqué? Comment on accompagne les gens dans ces démarches? Moi, je dirais que le principal point, en fait, c'est, que les gens décrètent assez vite que ça ne marche pas et souvent, en fait, ils décrètent que ça ne marche pas parce qu'ils y sont pas pris de la bonne manière et donc c'est vraiment sur ça qu'on doit les accompagner. Mmh. Nous, on a l'habitude de travailler avec des sujets, donc des grands projets digitaux qui sont autour de l'outil central. Par exemple, un CRM pour un commercial, c'est son outil du quotidien. Donc forcément, même s'il a pas trop envie d'utiliser sur certains aspects, il va être obligé et c'est ancré qu'il va devoir utiliser cet, outil. L'IA générative, c'est assez différent. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une innovation technologique et qui souvent est quelque chose de facultatif que je pourrais utiliser, qui va me permettre de mieux faire, mon métier ou de le faire, différemment. Et donc ça, c'est un gros changement, parce qu'en termes d'adoption et dont on va l'accompagner, en fait, on a constaté qu'on suivait vraiment le cycle d'adoption de l'innovation. Donc c'est cette fameuse courbe que tu connais avec les tech enthousiastes, early adopters qu'on arrive à embarquer assez vite. Et là, les gens qui vont du coup, à base, décréter que ça ne marche pas sans avoir essayé, c'est vraiment cette early majority et late majority. Et c'est là vraiment où il faut aller mettre l'effort au début. Et donc nous, la méthode, en tout cas, qu'on a trouvée pour parer à ça, c'est de dire, au début, on va pas noyer les gens avec 250 cas d'usage. Je sais pas si tu par exemple, quand tu vas sur les certains, sites d'éditeurs ou autres, on te met, 300 cas que tu pourrais faire. Moi, honnêtement, quand j'ai lu les 47 premiers, je sais plus quoi retenir et au final, j'essaye, je fais des trucs un peu au pif. Donc nous, ce qu'on a vu, ce qui marchait, c'est de dire: prendre 3-4 cas emblématiques qui sont adaptés au quotidien de l'utilisateur et dont on sait qu'ils vont marcher. Et on va lui raconter une histoire, en fait, qui n'est pas générique. On va lui expliquer que lui, quand il est dans ce contexte, par exemple, un sales itinérant qui est toute la semaine, du lundi au jeudi, en train d'aller voir les clients, qui n'a pas le temps de gérer son administratif. Quand il est au bureau le vendredi, il va devoir répondre à 90 mails clients, mettre à jour 30 opportunités dans son, CRM, et cetera. Et là, on va pouvoir utiliser l'IA générative pour faciliter ces tâches et lui faire gagner, par exemple, 30 à 40 de son temps. Et ça, c'est des vraies histoires qu'on va pouvoir raconter, aux gens, où ils vont se projeter et une fois qu'on leur a dit ça, on n'a pas besoin de leur raconter, 12 autres cas. On en a deux, trois comme ça, on commence par ça, ils vont se dire: «C'est génial» et une fois qu'ils ont passé cette étape par eux-mêmes, souvent, si on les accompagne encore un peu, ils vont essayer d'expérimenter des nouveaux cas par eux-mêmes et en fait, c'est vraiment comme ça, en tout cas, qu'on arrive à embarquer les gens. Donc, bien prendre conscience que l'IA générative, c'est différent des projets digitaux qu'on a l'habitude de faire. Parce que c'est très fortement lié à l'innovation technologique et ça représente comme un gros changement dans nos habitudes. Donc, il faut l'accompagner dans la durée, prendre en compte cette courbe d'adoption et avoir aussi comme quand on fait du marketing sur ce type de projet, de produit, par contre, pardon, de dire, je vais avoir des messages différents à des timings différents pour réussir à aborder ces différents personas de la bonne manière. Alors tu donnais un exemple là avec la dimension, commerciale, vente. Est-ce que tu as un autre exemple à nous partager peut-être dans le domaine de la service client ou, dans d'autres domaines? Service client, donc un cas assez classique sur lequel qui revient très souvent en fait, c'est pour traiter du flux entrant de demandes, donc multicanal, email, site web, etc. On s'est rendu compte que l'IA générative était un formidable outil en fait pour classer ces flux et comprendre au final que ça, c'était telle typologie de demande, même en allant voir dans des pièces jointes, et cetera, pour aller les ranger au bon endroit avec le bon type dans la bonne file d'attente, ce qui peut paraître des choses, encore une fois, assez basiques. Mais mine de rien, ça évite aux gens de lire juste des mails pour aller les router. Ils peuvent faire des choses du coup avec plus de valeur ajoutée et ça permet après aussi aux managers, bah, de savoir exactement
quelle typologie de demandes ils ont. Par exemple, si j'ai 100 demandes dans ma file d'attente et que c'est assez différent, si c'est des demandes qui vont prendre 1 minute à traiter ou 1 heure, et donc d'avoir un pilotage vraiment optimisé de ça. Donc ça, par exemple, c'est un cas où on n'est pas dans une utilisation interactive de l'IA générative. Donc là, on intègre vraiment dans un, comment dire, dans un système assez classique, on va dire, de gestion de flux entrants, et on utilise plutôt sous forme d'API, donc avec une approche technique pour classer ces flux de données. D'accord. Donc là, l'exemple, typiquement, ça serait un éditeur de logiciel qui doit traiter des demandes de support, des questions, des problèmes que les utilisateurs peuvent avoir et qui doit organiser justement tous ces, messages pour leur répondre de manière plus efficace. Tout à fait. On a aussi beaucoup vu ça dans le monde de l'assurance par exemple, ou bah, déclaration de sinistre, ou mise à jour d'une carte d'identité. Voilà, c'est 2 choses qui prennent pas du tout, le même temps, et ça permet, à nos clients du coup d'avoir une visibilité accrue au final sur ce qui arrive et de les envoyer au même endroit. D'accord. Et encore une fois, c'était des choses qu'on faisait avant, sauf qu'avant on faisait ça avec du machine learning. Ça prenait beaucoup plus de temps, il fallait beaucoup plus de données qu'on avait traitées à la main pour effectuer ce type d'approche. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le côté pré-entraîné des modèles de langage, on n'est pas obligé de leur expliquer que tel mot, c'est un synonyme de tel mot. Si je dis, par exemple, mise à jour pièce d'identité, si le client a écrit CNI dans son mail, l'IA va comprendre sans que j'ai rien eu, en fait, à lui apprendre avant. Et c'est ça, au final, où on arrive à faire des choses qu'on faisait avant, mais en mieux, mais surtout beaucoup plus vite, parce qu'au lieu de passer des semaines, voire des mois à entraîner des modèles pour faire ça, bah, en quelques jours, semaines, on arrive à avoir des résultats très performants. D'accord. Comment est-ce qu'on mesure le retour sur investissement d'un projet d'IA générative? Parce que j'imagine que c'est des coûts qui sont quand même assez conséquents, c'est un accompagnement au changement, c'est parfois une remise en question de l'infrastructure technologique. Tout ça, ça coûte de l'argent, c'est beaucoup de temps. Comment tu fais pour mesurer un ROI dans ce contexte-là? Moi, je dirais, rien de nouveau sous le soleil, parce qu'en fait, moi, j'aime pas trop parler de projets d'IA générative. Pour moi, ça reste toujours des projets qui, à la base, sont métiers, parce qu'on cherche toujours à répondre à une problématique d'un utilisateur dans une entreprise qui a des enjeux de développement, de transformation. Et donc, l'IA, c'est jamais une finalité, c'est juste un moyen en plus dans notre boîte à outils pour répondre à ces enjeux, et donc pour mesurer, du coup, ben, le retour sur investissement. Bon, on le fait de la même manière qu'on l'a toujours fait, c'est en se fixant avant des objectifs qu'on souhaite atteindre, comme je disais, de transfo, d'efficacité, de temps de traitement, et après on regarde ce qui se passe. Et après, j'ai aussi envie de dire, bah, c'est comme c'était déjà le cas avant, c'est des sujets qui sont pas forcément devenus plus faciles aujourd'hui. Si je dis par exemple, je fais gagner 10 minutes à un commercial quand il doit faire un compte rendu de rendez-vous, il fait 300 rendez-vous par an, donc je lui ai fait gagner 3000 minutes. Ça, c'est génial. Mais après, toute la question, si je veux avoir un retour sur investissement au niveau de l'entreprise, c'est mon commercial, qu'est-ce qu'il va faire de ces 3000 minutes qu'il a en plus par an? Comment est-ce qu'il va les utiliser? Et la vraie question, c'est ça en fait. Et après, ben, bien sûr, sa performance et les ventes qu'il fait peuvent dépendre du temps qu'il avait en plus, mais aussi de la situation du marché, etc. Donc juste pour dire au final que de ce point de vue-là, on fait comme on a toujours fait, en se posant des bonnes questions avant et en se challengeant sur des indicateurs et des objectifs qui sont réalistes et surtout mesurables, parce qu'à un moment donné, on sait qu'on peut les rattacher à ce qu'on a fait. Oui, c'est ça, parce que l'utilisation de l'IA générative en entreprise, ça veut pas dire que les gens vont travailler moins, ça veut presque dire qu'ils vont travailler plus parce que le temps qu'ils passaient à faire des tâches chronophages automatisables par l'IA, ils vont pouvoir faire autre chose avec. C'est un peu une fuite en avant, non, quelque part? C'est exactement ça. Et tu vois, nous, d'ailleurs, on s'est posé en fait une double question chez 12, parce que nous, en fait, on utilise l'IA générative pour faire des missions pour nos clients. Donc, on veut aller plus loin, plus vite dans ce qu'on fait sur les projets pour nos clients autour de la relation client. Mais après aussi, nous-mêmes, on est une entreprise, en fait, avec bah, forcément des employés, des process, des tâches au quotidien. Et on s'est dit, bah, ouais, prenons aussi l'IA générative pour essayer de comprendre comment on pourrait l'utiliser avec une conviction dès le début et qu'on n'a jamais changé, c'est qu'on voulait pas que nos consultants fassent 2 fois plus de projets
sur le même temps parce qu'on allait les aider à être plus pertinents avec l'IA générative, mais c'est de dire on veut leur permettre d'aller plus loin dans ce qu'on fait. Par exemple, je prends un exemple très pragmatique, au début de chaque mission de conseil, on passe beaucoup de temps à échanger avec les utilisateurs, avec les sponsors, on fait des interviews de 30 minutes, 1 heure, on a beaucoup de matière et après, on a besoin de beaucoup de temps pour analyser toute cette matière et en tirer du coup les grandes lignes, les grands enseignements. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose où on peut aller beaucoup plus vite en utilisant intelligemment l'IA générative sur des transcripts, sur des notes de réunion, en posant des questions très précises sur toute cette masse d'informations ou des livrables que, par exemple, des clients qui nous donnent des présentations de 300 slides, on peut très vite se les approprier en posant des questions sur le contenu. Et du coup, nos consultants, ils ont le temps, de vraiment rentrer dans le métier du client, d'être, plus de temps aussi pour être créatif, pour imaginer des nouvelles solutions à leurs problèmes et c'est vraiment, en tout cas, ce prisme-là qu'on a voulu prendre et qu'on pousse aussi en tant qu'entreprise auprès de nos consultants sur comment aborder, l'IA générative. D'accord. Donc ça veut dire que les dirigeants vont pas dire finalement: «Bah, ça va me libérer du temps, mes employés vont avoir plus de temps libre pour, je sais pas, se former ou faire des tâches tierces». Oui, après ça c'est moi ce que je mets Est-ce dans. que ça impacte pardon, excuse-moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce que ça impacte l'organisation du travail? Et est-ce qu'on a aussi une problématique RH derrière? De se dire, «Si je libère, 3 heures par semaine à mes équipes, qu'est-ce qu'ils font de ce temps?» Exactement, donc moi je pense après dans le conseil, on n'a jamais trop ce problème parce que, en vrai, moi on connaît un peu le monde du conseil, on a souvent plus de choses à faire que le temps qu'on a et donc justement ça permet, de à la fois je trouve que ça permet aussi d'une certaine manière, de passer le bon temps et peut-être, d'avoir aussi des horaires un peu plus réguliers et structurés, en tout cas grâce à l'IA générative. Après, bien entendu, ça dépend beaucoup des domaines. Dans le cas que je te dont on parlait avant, aujourd'hui, s'il y a des personnes qui ouvrent en tout cas des emails et des pièces jointes pour classer ces documents, demain, ces gens, on va leur faire autre chose, en fait, sur, l'expérience, des, clients, sur en tout cas d'autres choses et là, il y a des composantes RH aussi, de formation, de upskilling, reskilling, réorganisation des équipes donc c'est sûr. En tout cas, il y a cette typologie de sujet. Après, ça dépend, voilà, de l'activité de laquelle on parle et comme tu disais aussi, ça peut être un excellent moyen de gagner du temps à se former et tu vois, comme tu disais aussi de passer plus de temps sur, un projet, client, ça peut aussi être, par exemple, j'ai le temps de prendre 3 heures pour aller lire des articles, découvrir une nouvelle approche par rapport à une problématique que j'ai, que je ne savais pas résoudre, avant et du coup, de créer encore plus de valeur pour nos clients. D'accord, OK, intéressant. Alors il y a un point, qui est important quand on parle d'IA générative, c'est le concept des hallucinations. Alors je réexplique très rapidement ce que c'est quand l'IA générative invente des faits, des chiffres, des données, voire des dates avec beaucoup d'assurance, qui fait qu'on peut croire que c'est effectivement réel. Quand une IA générative en entreprise doit analyser des masses de documents, comment est-ce que vous faites chez 12 Consulting pour vous assurer, qu'elle raconte pas n'importe quoi et que, ce qu'elle synthétise, c'est bien les données réelles, correctes et utiles, qui vont servir aux équipes? Alors, il y a différentes approches pour ça. La première, elle est technologique. Donc aujourd'hui, il y a des solutions ou des enchaînements en fait d'IA générative qu'on peut mettre en place. Par exemple, 3 IA génératives qui vont exécuter, un prompt, donc des instructions similaires sur le même contexte et à la fin, on a une 4e étape de validation qui va reprendre tout ce qu'on a eu avant, s'assurer que c'est cohérent et qui va réussir à détecter par exemple, si, une réponse est complètement différente, des 2 autres, on peut se dire qu'il y a un problème. Donc ça, c'est la réponse plutôt technologique. Encore une fois, là, on n'est jamais certain à 100 parce que, c'est un gros changement aussi par rapport à moi, ça fait, mmh, plus de 15 ans, on va dire, que je fais des projets digitaux informatiques avec une approche très déterministe, si, alors, machin, ça marchait une fois, on sait que ça va marcher, 1000 fois. Là, on est sur de la statistique, donc on n'est jamais sûr, en fait, de ce résultat. Et donc les 2 autres solutions, en fait, c'est un, nous, on déconseille en fait, c'est pas qu'on déconseille, nous on dit: «Aujourd'hui, on veut pas faire de d'IA générative qui est directement exposée à des clients dans les secteurs dans lesquels on travaille». On fait beaucoup de banques, assurances, B2B, donc on a une forte valeur ajoutée avec une forte crédibilité aussi du sales dans la relation qu'il a avec, son client, par exemple, ou même chose côté service client. En fait, nous, on dit: on est dans cette approche qui est celle très marquée du copilote, c'est-à-dire qu'on va aider l'utilisateur. Par contre, il y a toujours l'utilisateur qui, à la fin, va regarder le contenu,
les choses qu'on lui a proposées, valider, adapter avant de les envoyer, de les partager avec, son client. C'est ce qu'on disait un peu au début. Moi, je pense qu'aujourd'hui sur ces métiers, en tout cas sur, à forte valeur ajoutée, on peut assister, donc augmenter avec ce fameux copilote, mais pas faire à la place, des gens. Après, ça dépend du niveau d'exigence qu'on a. Si on accepte qu'une certaine proportion de résultats soit, potentiellement faux, en tout cas, on peut très bien envisager de déployer. Nous, sur les métiers sur lesquels on travaille et quand on regarde aussi le niveau d'exigence en matière d'expérience client et de confiance de la part des clients qu'ont les secteurs dans lesquels on travaille, on est vraiment sur cette approche-là aujourd'hui. D'accord. Et le dernier volet, pardon, juste pour compléter, Oui, vas-y. c'est l'éducation, en fait, donc la formation. Donc expliquer aux gens que, même si c'est très bien écrit, que c'est la solution de facilité, il faut toujours aller au bout, aller challenger, il y a des choses qui vont marcher très bien. Par contre, comme par exemple reformuler, traduire, ce genre de choses, ça souvent ça marche très, très bien. Il y a d'autres cas, quand on va poser des questions, avoir une réponse avec des données chiffrées ou ce genre de choses, bah là, le mieux, c'est quand même comment dire? Questionner un petit peu le résultat que l'on voit. D'accord, OK. Alors il y a un autre, aspect qui est lié au sujet des hallucinations, c'est l'aspect sécurité et conformité. Est-ce que selon toi, c'est un frein à l'adoption de l'IA? Et est-ce que c'est un sujet dont les dirigeants, dont tes clients, te parlent en entreprise? Alors je pense que, on aborde systématiquement le sujet. Donc je pense qu'on ne peut pas parler en tout cas d'un sujet surtout tu parles de par exemple, services financiers, secteur hyper, réglementé. Il y a des grosses problématiques par exemple autour du devoir de conseil, qu'ont les banquiers vis-à-vis de leurs clients. C'est très bien que ça existe, on ne peut pas raconter n'importe quoi, proposer n'importe quel type de produit à un client. Donc encore une fois, c'est des choses qui existaient, qu'on retrouve avec l'IA générative et donc il y a ces sujets-là de compliance et après aussi beaucoup d'entreprises en fait qui ont fait le choix de dire: «On veut pas que des recommandations d'IA ou de conseils soient produits par des IA sur des produits financiers par exemple qu'on va mettre, qu'on va recommander aux clients», parce que ça on veut vraiment que ce soit le banquier qui le fasse. Et après, il y a aussi tout l'aspect de sécurité de données. Où est-ce que c'est stocké? Est-ce que les données que j'ai envoyées vont pas finir dans la nature et servir à entraîner, les modèles? Et là, j'ai envie de dire, en vrai, c'est presque un faux problème à partir du moment où on choisit bien, sa solution technologique. Tous les grands éditeurs aujourd'hui ont bien compris que cette sécurité, cette privacy des données était leur fonds de commerce, qu'ils ne peuvent pas se permettre, en tout cas, d'avoir des problèmes dessus et que très souvent, en fait, on ne crée pas de risques supplémentaires. Par exemple, si on choisit le même éditeur pour, sa solution d'IA générative que celui qui héberge ses emails ou ses données clients, hein. Quand on parle Salesforce, Microsoft, Google, on est exactement dans ces cas-là. Si je me dis, ben, si je veux utiliser les données qui sont déjà chez cet éditeur pour, appliquer l'IA générative dessus, sachant que dans les contrats, c'est écrit que ça ne servira pas à entraîner les modèles et cetera. En fait, on peut presque dire qu'il n'y a pas vraiment de risque supplémentaire qui est créé par rapport à ce que j'avais déjà aujourd'hui comme situation. Donc ça veut encore dire, c'est des vrais sujets. Il faut choisir les solutions qu'on utilise, éviter les éditeurs peut-être exotiques pour mettre des données clients ou des données confidentielles, et cetera. Mais si on s'y prend de la bonne manière, en tout cas, on peut très bien le gérer. Il y a de nombreuses solutions qui existent aujourd'hui qui sont à la fois performantes et dans les clous côté, sécurité et compliance. D'accord, parfait, très bien, très clair. Peut-être on va approcher la fin de notre entretien, mais peut-être encore deux-trois questions sur le sujet de l'adoption de l'IA en entreprise. Je suis curieux de savoir qui doit piloter ces projets de transformation. Est-ce que c'est, le directeur général? Est-ce que c'est le COO? Est-ce que c'est, la DSI? Les directions métiers? Qui pilote? Et comment toi tu navigues dans, cette organisation en interne chez tes clients? Alors, je dirais que pour nous, l'interlocuteur idéal, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les dirigeants métiers. Parce qu'encore une fois, on fait pas des projets technologiques, on fait des projets qui vont servir les métiers. Et souvent aussi, c'est qu'on se rend compte que quand on fait ces projets d'IA générative, au final, on va mixer cette IA générative avec d'autres technologies, de la BI, du low-code pour créer des parcours et des outils complets. Et ceux, pour moi, qui ont un intérêt à ce qu'on transforme les métiers par la digitalisation, ça reste quand même les personnes du métier. Après, bien entendu,
On va aller travailler avec, les personnes aussi côté, DSI parce qu'à un moment donné, on doit être, dans la philosophie, et la vision SI de ses clients. On doit utiliser les ressources aussi, parce qu'il n'y a pas que des contraintes, mais qui sont déjà mises à disposition par la DSI pour pouvoir aller plus vite au final et aussi délivrer sans rajouter des coûts, complémentaires. Donc pour moi, ça, c'est un petit peu le binôme, en tout cas, idéal, qu'on doit avoir. Et après, il y a un troisième personnage aujourd'hui qu'on voit de plus en plus, qui est donc le COO, directeur des opérations, qui est un peu un mix souvent métier, DSI et qui a une très forte vision aussi sur, les coûts, du coup et les gains et qui regarde de près, en tout cas, ces projets. Donc ça, même au-delà des sujets d'IA générative, sur tous les projets digitaux, bah, c'est un peu dans l'air du temps de regarder de plus près, en tout cas aussi la performance de ces investissements. C'est des gens qui ont déjà aujourd'hui souvent des très gros sujets à gérer avec de la dette technologique qui des fois empêche d'aller vite, et qui coûte aussi beaucoup d'argent et donc c'est toujours intéressant dans ce contexte-là de dire: «Oui, j'ai bien utilisé en tout cas toutes ces ressources» et on s'est aussi posé la question sur le gain qu'on allait faire avant. On a dépassé ce stade où on fait juste des POC pour s'amuser et pouvoir dire sur tu parlais tout à l'heure de LinkedIn, j'ai fait mon petit POC IAG, je suis content, j'ai accroché le truc au mur, mais ça m'a servi à rien en fait. OK, très bien. Marcus, quels sont les signes qui montrent qu'une entreprise est prête à intégrer l'IA dans ses processus? Qu'est-ce qui montre comment tu détectes en tout cas un niveau de maturité suffisant pour se dire: «Go, ce client-là, il est mature, il est prêt à travailler sur des sujets IA»? Alors je sais pas s'il y a des caractéristiques en tout cas, au prime abord en tout cas qui où je me dis: «Là je peux, là je peux pas». En fait, c'est plutôt, on va dire, un échange avec, en fait, moi je me rends compte que quand je partage, en tout cas, en toute modestie, notre vision de l'IA générative, du coup, qui est une vision très pragmatique, très orientée métier, résultat et pas sur des sujets où on veut tout révolutionner, mais on va chercher des premiers résultats et enchaîner dessus. Au final, il n'y a pas de raison, en fait, qu'une entreprise ne soit pas prête à ça aujourd'hui et moi je leur dis toujours aussi, au-delà de vous mettre dans cette optique de dire: «Il faut que j'y aille pour pas disparaître», c'est plutôt dites-vous qu'il y a un potentiel en fait et que ce serait dommage de passer à côté, donc lancez-vous, essayez, apprenez en avançant. Donc moi je dirais plutôt que je pense que toutes les entreprises aujourd'hui peuvent se lancer et après le sujet c'est plutôt par quel bout on le prend et c'est un dialogue à avoir pour réussir à les embarquer. Comme je dis, une entreprise, après c'est plus aussi les personnes avec qui on discute, si on a du mal au final à atterrir sur cette chose pragmatique et qui nous disent toujours: «Ah non mais moi je veux le truc, de l'espace, qui fait le café, qui fait ci, qui fait ça et tout changer». Donc là, il faut leur laisser un peu de temps peut-être aussi des fois de voir que, ils n'arriveront pas à faire ça, à court terme et que c'était pas forcément le bon sujet pour démarrer et après on revient un peu dans un deuxième temps. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on observe assez globalement aujourd'hui où il y a eu la première hype autour de cette IA générative, tout le monde se lançait, s'en parlait beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est pas du tout que ça y est, la bulle a éclaté. Je pense que c'est plus qu'on en revient à quelque chose, on en parle peut-être un peu moins et sur des sujets plus réalistes, ce que moi je trouve très bien. On est plutôt en train de se dire, OK, maintenant qu'on a un petit peu fait tout dit, tout ça, qu'est-ce qu'on va vraiment pouvoir en faire? Comment on va la déployer? On a aussi appris qu'il fallait bien accompagner le changement pour revenir à notre sujet et d'avoir un peu plus, hein, je pense que âge de maturité, c'est encore un peu tôt, en tout cas, par rapport à la jeunesse de cette technologie, mais qu'on se rapproche vers quelque chose qui est plutôt dans cette optique-là. Alors justement, si tu te projettes dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, ça va ressembler à quoi l'IA générative en entreprise? Et je sais que l'exercice est difficile, hein. Au risque de décevoir, j'en ai aucune idée. Moi, j'adore cette citation, en fait, qui est de dire, je pense qu'on je sais plus de qui c'est, malheureusement, je ne pourrais pas le citer, et qui pense qu'on surestime l'impact de l'IA générative à court terme, mais qu'on le sous-estime sur le moyen long terme. Et moi, je pense que ça, c'est quelque chose de très vrai au final et que j'ai aussi, constaté. Heu, honnêtement, je pense que oui, effectivement, on va de plus en plus l'utiliser au quotidien, pour nous aider à accélérer sur certains, sujets. Mais qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas. Et tu vois, c'est un exemple aussi très concret. Comme je te disais tout à l'heure qu'avant, on mettait, 3 mois pour faire un projet qu'aujourd'hui on peut faire en 2 semaines.
Nous, en tant qu'entreprise de service, bon, on s'est aussi posé quelques questions par rapport à notre business model, parce que ça veut aussi dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces jours qu'on fait, est-ce qu'on doit les vendre plus cher parce qu'on crée plus de valeur? Est-ce qu'on doit plus, se mettre, enfin avoir une approche un peu de success fees sur des résultats qu'on fait plutôt que de rester, sur des approches très classiques de facturation? Aujourd'hui, honnêtement, moi, je sais pas trop, en tout cas, vers quoi on va avancer. Et à peu près, ce qui est important, c'est de prendre le sujet suffisamment tôt et de prendre vraiment avec une bonne dose d'esprit critique, en tout cas pour apprendre et au final, pas à un moment donné, se faire dépasser par le sujet, mais d'être un peu à la manœuvre aussi sur la manière dont on va vouloir l'utiliser. Je vais terminer avec un peu de provoque, mais est-ce que est-ce que, ChatGPT ou l'IA générative peut faire ton job? Est-ce que les cabinets de conseil et les consultants, finalement, sont pas à risque d'être ubérisés, par l'IA générative? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu es remplaçable, Je Marcus? pense que je suis remplaçable, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur certaines activités, mais pas sur d'autres, au final. Et tu vois, à un moment donné, il y a l'expérience, aussi une vision personnelle d'où j'ai envie, tu vois, d'emmener mes clients, de l'échange que je peux avoir avec eux, de capter, bah, aussi leurs attentes, leurs besoins et à un moment donné, de mettre plusieurs choses ensemble. En tout cas, avec l'état de l'IA générative, aujourd'hui, je suis assez tranquille sur mon sujet. Parce que je me dis qu'il y a encore beaucoup de marge avant qu'on en arrive à là. Je sais aussi qu'à un moment donné, où il y avait un peu aussi cette course à l'annonce et à l'innovation et tous les grands cabinets de conseil, avaient annoncé, de déployer des bots en interne pour augmenter les consultants et qui avaient même été jusque c'est ça justement là où je voulais en venir, de déployer des bots qui allaient faire le travail des consultants donc des modèles qu'ils avaient entraînés sur tous les livrables, les études de cadrage, et cetera, qu'ils avaient fait dans les 5 à 10 dernières années et de faire un bot disponible du coup pour leurs clients. Honnêtement, j'en ai pas entendu parler, depuis les effets d'annonce, qu'il y a eu. Donc je me dis que là aussi, à un moment donné, les gens se sont peut-être rendus compte qu'en l'état actuel des choses, voilà, c'était pas la bonne approche. Après, je me dis aussi, c'est à un moment donné, pour être sûr de pas être remplacé ou remplaçable, bah, c'est aussi d'avancer avec le sujet, de le comprendre et de faire évoluer mon propre métier en intégrant l'IA générative dans mon quotidien. C'est quand même encore le meilleur, moyen, en tout cas, pour rester à la page et rester à la manœuvre sur le sujet plutôt que de subir. Mais en tout cas, aujourd'hui, honnêtement, j'y crois assez peu et j'ai plutôt envie de dire, c'est une opportunité, fantastique. En plus, je trouve qu'intellectuellement, c'est hyper intéressant et moi, ça me permet, tu vois, comme je disais, ça fait une quinzaine d'années que je bosse sur des sujets digitaux et souvent, il y a des sujets qu'on peut pas aller chercher parce qu'il fallait trop de temps, trop de budget par rapport à ce que ça rapportait, qu'aujourd'hui on peut faire très vite et du coup, ça rebat un peu les cartes de ce qu'on peut faire pour nos clients et de comment on peut les aider, des concepts. Là, on parlait de sales augmenté, on en parle depuis une bonne dizaine d'années. Je trouve qu'aujourd'hui, on a les moyens, en fait, de délivrer ça. Donc moi, je me concentrerai plutôt, en tout cas, sur ça et ce côté, en tout cas, que je trouve, très enthousiasmant de travailler, à cette époque sur cette révolution technologique et après, ben, on verra, en tout cas, ce qui arrive, mais l'idée, c'est de suivre pour être prêt. Parfait. Eh bien, écoute, ce sera la conclusion de cet épisode. Merci beaucoup, Marcus. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je te laisse écouter celle de Johan Lopez, qui est créateur de contenu et fondateur de Snowball, qui est un collectif de newsletters consacré aux finances personnelles. On écoute sa question. Si demain, quasiment tout le monde peut créer un business de plusieurs millions ou, voire plusieurs milliards solo, à quoi va ressembler le monde de l'entrepreneuriat demain si toutes les valorisations sont des trucs, gigantesques à plusieurs milliards? Est-ce qu'il va y avoir un changement de paradigme où en fait, tu auras même plus besoin de bosser parce qu'en fait, tu as toutes les IA qui le font et tout le monde est riche? Je me pose souvent cette question de me dire: «OK, si demain en fait tout le monde peut lancer un business simplement sans avoir besoin de faire des études et cetera, qu'est-ce que ça va changer dans la société?» Tu vois, on parle souvent, Sam Altman, il parle de revenu universel et tout parce que demain, ce sera que des IA et donc ouais, bon, je suis curieux de savoir ce que les gens pensent de ça. Je connais un peu, Johan Lopez parce que j'étais abonné ou je crois que je suis encore abonné à sa newsletter, la Snowball. Bah, je dirais le truc de base que j'ai dit tout à l'heure, hein, au final, bah, je sais pas trop. Après, moi, je suis pas convaincu, en fait, que ça va, si radicalement changer la donne, en fait, parce qu'on aura toujours besoin, en tout cas, d'aspects, humains, en tout cas, dans ça et on va pas pouvoir juste avoir des IA, qui font tout, qui font un certain nombre de choses parce que je pense aussi, à un moment donné,
ce qui est possible et ce que les gens ont envie d'avoir, et que tout ça, ça va se normaliser aussi avec les générations qui évoluent. Et donc, ce truc un peu du tout algorithme, tout IA partout, qui va faire que les entreprises, au final, ce sera que de l'IA et sans rien autour. Personnellement, à l'heure actuelle, j'y crois pas. Non, j'y crois pas. Et après, c'est plus, encore une fois, une transformation et des choses qui vont évoluer, mais qu'il faudra toujours, le côté entrepreneur derrière. On peut dire, oui, tout le monde techniquement peut créer. Aujourd'hui, tout le monde techniquement peut créer une entreprise. C'est pas pour ça que tout le monde le fait, à la bonne idée, la volonté, les compétences aussi d'aller jusqu'au bout. Et je pense que peut-être ce sera un accélérateur sur ça, mais pas sur tout. Après, je pense aussi, il faut pas oublier que même si on a tendance à le faire parce qu'on bosse dans le monde du digital, qu'il y a le digital, mais il n'y a pas que le digital, il y a aussi tout un tas d'autres choses au final qui sont beaucoup plus loin de la tech. Et tu vois, par exemple, j'ai beaucoup appris ça en travaillant pour BPI France, donc qui est un de nos clients historiques, qui accompagne du coup tous les entrepreneurs en France. Et 98% des entrepreneurs, après c'est une statistique de moi, hein, pas officielle, ne sont pas des entrepreneurs de la tech, ont des sujets, voilà, des restaurants, des sociétés de services ou autres qui à un moment donné intègrent de la tech, mais qui sont pas basés sur la tech de base et qui vont continuer à exister. Donc moi, je le verrais plutôt voilà, ça serait ça un peu ma réponse. Donc, je crois pas à ce tout algorithme partout. Il y aura forcément des choses autour et tout un pan de l'économie aussi, qui n'est pas directement lié qu'au digital et à la tech et qui va continuer à exploiter, se développer, voire plus, parce qu'on aura aussi besoin, de plus d'humains, de plus de soft skills dans ce monde, avec plein d'algorithmes partout. Donc je le verrais plutôt de cette manière-là. Donc monter un business solo, à base d'IA, valorisé ou valorisable plusieurs millions d'euros ou de dollars, soit c'est l'exception, soit c'est juste en fait, ça n'arrivera pas à court terme, hein, c'est ce que tu dis? Sinon, il y a des gens qui y arriveront, mais ce sera pas du tout le monde qui pourra y arriver ou qui aura plus que ça, en fait. C'est certainement, tu vois, je pense que comme aujourd'hui, il y a des gens qui vont monter, avec des réseaux sociaux, ce genre de choses, des entreprises qui aujourd'hui valent des milliards, des dizaines, des centaines de milliards. On aura la même chose demain, mais ça veut pas dire que tout le monde pourra faire ça et que l'économie ne sera plus que ça, en fait. D'accord, OK, parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Marcus. Alors à toi à présent, quelles questions est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Alors j'essaie de faire un truc beaucoup plus, terre à terre et simple. Et comme, voilà, on a parlé de change et d'adoption, en fait, moi, personnellement, en fait, c'est comment j'en suis venu un peu au sujet d'IA générative à m'intéresser de près. C'est parce que j'ai vu, en fait, un de mes collègues, qui utilisait à fond l'IA générative. Et du coup, à un moment donné, j'ai regardé ça un peu plus près parce qu'il m'en parlait depuis un certain temps et je me suis dit: «Bah, tiens, voyons un petit peu, ce qu'il fait». Et j'ai découvert en fait un usage qui était pour moi un truc qui a pas mal changé ma vie, parce que dans le métier de consultant, je fais aussi pas mal de commercial, où du coup je dois passer du temps avec les clients, comprendre leurs besoins, et à la fin du call, faire un petit résumé, un petit compte rendu dans mon CRM pour expliquer ce dont on a parlé, quel est le next step, etc. Quand je me suis rendu compte que je pouvais passer d'une demi-heure à 10 minutes pour écrire ce compte rendu grâce à un transcript et à l'IA générative, et du coup encore plus me creuser la tête ce que j'allais raconter aux clients, moi, j'étais convaincu que l'IA générative, je trouvais que c'était un truc, hyper cool et que ça allait changer ma manière de travailler. Et du coup, dans cette optique-là, j'aimerais poser la question au prochain invité, quel est pour lui cet usage d'IA générative qui a un peu changé la donne pour lui, où il s'est dit, là, j'ai compris que c'était un vrai sujet et qui m'a donné envie d'aller plus loin et d'expérimenter, d'autres usages. Parfait, très bien. Eh ben, merci beaucoup de ta participation. Marcus, pardon, je rappelle que tu es associé et consultant chez 12 Consulting, un cabinet de conseil, notamment spécialisé dans le développement des nouvelles technologies et l'implémentation des projets à base d'IA. Merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Merci à toi, Julien. Merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'avoir eu cet échange avec toi. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.